Monsieur Gélin, bonjour, et puis merci de nous accueillir. Alors, au début de votre carrière, c'est-à-dire dans les années 47-57 environ, vous étiez un des jeunes acteurs les plus enviés du cinéma français. Après, vous avez vous-même dit qu'on vous a un peu oublié. Est-ce que vous pensez... Il faut dire que d'abord, avant d'arriver à ce moment de chance, en 47, j'étais resté comme 7 ans sans rien faire. Bien que sorti du conservatoire, j'étais resté 7 ans avec la doublure, à prendre des rôles au pied levé en tournée. Et 7 ans, ça n'a l'air de rien comme ça, mais finalement, c'est assez long. Bon, on a oublié tout ça, mais bon, à 47, j'ai commencé à tourner grâce à Becker et j'ai eu 10 ans, mettons 15 ans de période faste. Je vous parle du point de vue cinéma parce que quand je me suis arrêté de tourner, je me suis remis au théâtre puisque j'avais une formation théâtrale et finalement, je ne me suis jamais arrêté. Non, ce qui m'a un petit peu ralenti à un moment donné, ça a été la naissance de la nouvelle vague qui, je dois dire, avait institué une sorte de petit terrorisme envers tout ce qui les avait précédés. Et j'étais victime de ce terrorisme étant donné que j'avais eu la malchance de naître, de travailler avant eux. Alors ils étaient vraiment très 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 durs et c'est un petit peu dommage pour moi, mais pour eux surtout parce que Truffaut, ayant été quand il était journaliste tellement sévère à mon égard, qu'il n'a jamais osé ensuite me demander de tourner avec lui étant donné qu'il pensait que j'allais refuser. Et ça c'est dommage. Mais il faut dire que c'est bien ce mouvement de la nouvelle vague que j'avais à l'intérieur de moi-même, d'ailleurs, tellement assez souhaité, parce que c'est vrai qu'on avait une façon de tourner d'une façon un petit peu sclérosée, il fallait un petit peu changer les habitudes. Vous dire que je suis complètement satisfait de tout ce qu'ils ont fait à la nouvelle vague, qui possédait beaucoup plus une connaissance livresque que connaissance authentique de plateau. Il y a eu beaucoup de pertes de temps, il y a eu énormément de gâchis, et en plus, la nouvelle vague n'avait pas un style, ils avaient de commun entre eux d'être de la même période. Mais on ne pouvait pas comparer le style de Truffaut à celui de Godard, si Godard a un style. Donc vous attribuez ça. Et Chabrol, etc. Ils étaient tous de la même génération, mais leur cinéma, leurs films ne se ressemblaient pas du tout. Pour vous, c'est plus un phénomène de génération qu'autre chose alors? Oui, c'est un phénomène uniquement de génération, et puis c'était des petits marioles qui avaient leur journal, et qui allaient avec une espèce de petite complicité. Bon, il y avait une espèce de racisme anti-vieux, quoi, qui existe presque toujours dans les générations, mais comme ils avaient la chance d'avoir en plus avec eux les cahiers du cinéma dans lesquels ils écrivaient, bon, il y avait une espèce de petit terrorisme dont j'étais un peu victime. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que très vite, Pierre Cast, qui était vraiment une des âmes de la nouvelle vague, m'a récupéré, et j'ai tourné aussi après avec Louis Malle, avec beaucoup de la nouvelle vague, avec Chabrol. J'ai tourné finalement avec eux, mais il est vrai que du point de vue commercial, ils m'ont fait énormément de tort. Mais je ne le regrette pas, hein. Ça devait arriver comme ça. Si ça se trouve, il vaut mieux avoir été interrompu par un mouvement que par une espèce de malchance et de fatalité due à un manque de talent ou à un manque de motivation. C'est à cause d'un groupe d'individus que j'ai été ralenti. Et justement, si on revient au début de votre carrière, donc vous êtes rentré au conservatoire comme auditeur. Alors là, c'est bien avant. Bien avant, c'était avant la guerre. Bon, j'ai eu la chance, parce que j'estime que c'est une chance de ne pas être né à Paris. Par conséquent, ça prouve que j'avais véritablement une vocation, et comme il n'y avait pas de théâtre à Saint-Malo, il n'y avait aucun mouvement cinématographique, il n'y avait pas de ciné-club, il n'y avait rien du tout, il a fallu que je m'échappe de chez mes parents à 17 ans pour venir à Paris. Je me suis inscrit d'abord au cours Simon, et comme il y a eu, après la déclaration de guerre, il y avait, alors ce que je n'avais pas du tout envisagé, il y avait de la place dans les classes du conservatoire, étant donné que quelques élèves étaient au front comme mobilisés. Alors Simon m'a dit, présente-toi au conservatoire. Moi, je n'avais pas du tout pensé au théâtre classique, et j'avais même l'intention, tout à fait au départ, de n'être qu'un acteur comique. Et c'est peu à peu que Simon m'a persuadé que je pouvais jouer des comiques, évidemment. Je travaillais avec Derry, avec De Funès, avec tous les copains comiques du cours, mais qu'il y avait en moi une forme de romantisme et, en tous les cas, une présence d'angoisse dont il fallait que je profite. Si bien qu'après avoir travaillé les comiques, les cocus, les violets, et travaillé Courteline, Théodore Charles des Allumettes, et avoir travaillé avec Sophie Desmarais, par exemple, eh ben, je me suis mis à travailler du Raskolnikov
et je travaillais plus volontiers avec Maria Cazarev qu'avec Sophie Desmarais. Mais la vérité, c'est que je me suis présenté au conservatoire dans des rôles dramatiques, alors que j'avais travaillé des rôles comiques au départ. J'avais travaillé Figaro, Scapin, et je suis rentré dans Lorenzaccio. Alors la première fois, je suis rentré, au bout de quelques semaines seulement de cours, je suis rentré assez facilement chez Jouvet, qui était pour moi un symbole, une présence avec une aura absolument extraordinaire, qu'on n'a jamais retrouvée, parce que être Jouvet maintenant, il faudrait faire un groupe de personnes. Il faudrait mélanger Villard, Vitesse, Debauche, Chéreau en une seule et même personne qui en plus serait aussi vedette que Depardieu. Vous voyez, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais renouvelé. En plus, c'était un homme de grande culture, d'un grand magnétisme, et que j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir comme partenaire finalement à la fin de sa vie. Et alors ensuite, Jouvet, je me suis présenté ensuite comme élève, j'ai été reçu au conservatoire comme élève, mais Jouvet, à ce moment-là, j'espérais continuer à travailler avec Jouvet, mais Jouvet, les Allemands étaient alors arrivés, nous occupaient, et les Allemands demandaient à Jouvet de monter dans son théâtre des pièces allemandes. Il a dit d'accord, il y a de très belles pièces allemandes, il y a de beaux chefs-d'œuvre que j'ai envie de monter, je les monterai, mais quand vous serez reparti. Et à ce moment-là, il est allé en Suisse, c'était un prétexte, et il est parti en Amérique du Sud. À ce moment-là, je suis rentré moi, dans la classe de Béatrice Dussan, que je connaissais parce qu'elle était extrêmement populaire parmi les étudiants à cause de ses formidables conférences sur Molière. Et alors là, ça a été une promotion formidable. Je suis rentré en même temps que Jacques Charon, Sophie Desmarais, Maria Cazares, Daniel Ivernel, Robert Derry, etc. Tout ça la même année. Et alors, la même année, mais dans d'autres classes, il y avait Reggiani, il y avait De Sailly, et plus tard, alors, 2 ans plus tard, Gérard Philippe, etc. Ça a été une année très riche en éléments dramatiques, quoi. Mais vous avez dit justement quand vous êtes rentré au conservatoire, vous n'étiez pas prêt pour, enfin vous sentiez pas prêt pour les rôles dramatiques. Mais à votre avis, le conservatoire préparait uniquement à des rôles dramatiques ou, Non, il y avait, non, on travaillait de tout au conservatoire. Si j'étais rentré dans les comiques et si je n'avais gardé que cet emploi de comique, j'aurais travaillé tous les comiques. Bon, par exemple, Derry qui était dans ma classe, qui a monté les banquiers après, il travaillait les rôles comiques. Au conservatoire, on ne travaille pas que des rôles dramatiques, on travaille tout. Oui, Enfin, à l'époque, on travaillait tous les emplois. Mais je veux dire qu'au conservatoire, j'ai travaillé les classiques, j'ai travaillé même la tragédie pour me développer la voix. Mais finalement, au conservatoire, je n'ai pas tellement appris. C'est finalement lorsque... Parce que vous êtes dans les cours, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais je sais que de mon temps, on ne travaillait dans les cours que les scènes vedettes, les scènes en or. Alors que normalement, on devrait travailler dans les cours les scènes charnières qui existent dans tous les rôles, dans toutes les pièces, au moment où le rôle est difficile à faire évoluer. Et c'est ça qu'on devrait travailler dans les cours. On devrait, dans un cours, non pas travailler une scène, mais tout le rôle avec toute l'évolution du personnage. Or ça, on ne fait pas ça dans les cours. Et c'est ce que moi j'ai appris dans les tournées. Alors ça a été pendant l'occupation, dans les théâtres non chauffés, au milieu des bombardements, ça a été les mélodrames que j'ai joués en tournée. Et c'est là vraiment sur le tas que j'ai appris mon métier en concevant mon rôle depuis la première scène jusqu'à la dernière. C'est là que j'ai appris. Mais au conservatoire, on prenait même quelquefois de certaines mauvaises habitudes. Il est évident qu'on avait une certaine... Comme c'était surtout destiné à fournir la Comédie Française et l'Odéon, où on a une façon de jouer avec une certaine emphase. Moi, mes professeurs, ça a été Jouvet, ça a été Dussan, mais j'ai eu heureusement pour moi les conseils de Pierre Freinet, qui était un très grand acteur et qui en même temps m'avait mis en scène dans une pièce, qui m'a conseillé non seulement pour ma carrière, mais en même temps pour ma vie, pour ma philosophie. Bon, je suis complètement autodidacte, je n'ai aucun diplôme, mais encore maintenant, je relis le Coran, je relis Nietzsche, et à mon avis, on doit, si on est comédien, s'enrichir et rester étudiant toute sa vie. Enfin, c'est ce que j'ai appris comme ça peu à peu, et je pense que c'est non seulement agréable, très enrichissant, pouvoir s'enrichir et apprendre, et même au besoin de se tromper et se dire, tiens, pendant des années j'ai pensé ça, je me suis trompé, je le reconnais. Il faut savoir reconnaître ses torts pour pouvoir avancer, sans ça on n'avance jamais. Et je crois que justement au conservatoire, enfin, vous entendiez pas vraiment bien avec la méthode de Jouvet, parce que Jouvet avait une plus grande distance. Si, je m'entendais, la vérité, c'est que vous savez, j'étais tout gosse. Jouvet était un personnage qui avait une telle présence que comme en plus j'avais vu auparavant entrer des artistes dans lesquels il jouait son propre rôle, les premiers cours, j'étais tellement fasciné que je n'écoutais même pas. J'étais comme ça, je me pinçais pour voir si je rêvais pas. Bon,
Puis peu à peu, je l'ai écouté donner des conseils. Et c'est vrai que moi, naïvement, on n'avait pas inventé à l'époque le thème de distanciation, qui avait été inventé par Brecht et qu'on a remis à la mode après par Villard et par les successeurs de Villard. Mais c'est vrai qu'il y avait dans la façon de faire travailler de Jouvet un certain sens. C'est-à-dire que comme c'était un acteur qui avait beaucoup de sensibilité mais beaucoup de pudeur, il ne savait pas lui-même en tant que comédien pleurer en scène, avoir des tripes, etc. Alors il estimait que les gens qui pleuraient en scène, qui avaient beaucoup d'émotions, il trouvait ça indécent. Alors or moi je pensais exactement le contraire. Et je suis toujours persuadé que j'avais raison. Enfin c'était ma sensibilité à moi qui était différente de la sienne. J'aurais bien voulu par contre avoir son magnétisme, son pouvoir et sa belle diction, sa belle voix. Mais moi, peu à peu, j'ai réussi quand même à faire la juste synthèse. Mais c'était après de nombreuses années d'expérience, à travers les pièces, les films, que je me suis aperçu que c'était parfaitement possible de conjuguer la distanciation, c'est-à-dire une certaine forme de lucidité et en même temps la sincérité totale. On doit pouvoir être totalement sincère, jouer pour la première et dernière fois de sa vie comme si on allait mourir, donner le meilleur de soi-même et recommencer de nouveau, avec la même spontanéité, la même fraîcheur, mais tout en possédant une technique qui sert d'architecture, parce que comme en art, comme en toute forme d'expression, si vous n'avez pas de dessin, il n'y a pas de peinture, si vous n'avez pas de charpente, vous n'avez pas de maison, si vous n'avez pas d'architecture, il n'y a pas de monument. Et dans le métier de comédien, c'est pareil, il faut une architecture, il faut une technique, mais une technique qui ne prenne pas le dessus sur le reste. Il ne faut pas truquer. Si vous le truquez, faites-le le moins possible et que ce soit au service d'une spontanéité. C'est toute une synthèse de la technique invisible et de l'invention permanente. Voilà à mon avis. Et ça, c'est Pierre Franet qui me l'a inculqué. Mais justement, moi je voulais vous demander, est-ce que vous croyez au talent? Parce que Jouvet disait, la comédie ça ne s'apprend pas, ou vous êtes comédien ou vous ne l'êtes pas et je peux rien faire pour vous. Alors est-ce qu'à votre avis c'est ça ou est-ce que... Il est vrai que c'est ce que Jouvet m'a dit quand je suis arrivé à la classe. Il m'a dit, je peux pas, si vous n'êtes pas comédien, je ne peux pas faire de vous un comédien. Je peux vous donner des conseils, je peux vous donner des clés, mais vous êtes comédien, vous ne l'êtes pas. Or, j'ai vu des comédiens qui, à mon époque, étaient doués comme c'était pas croyable, et comme ils étaient doués, n'ont pas travaillé. On n'en a jamais plus entendu parler. Par contre, j'ai vu des gars qui, comme Reggiani, avaient des physiques ingrats, qui étaient difficiles, qui étaient pauvres, qui étaient des étrangers, la plupart du temps des émigrés. Il y avait Aznavour, il y avait Montand, tout ça, ça arrivait d'Italie, d'un peu partout. Moi, j'arrivais avec Carmé de la Bonne Terre, on arrivait de la province. On avait des choses à prouver, alors que les Parisiens, on les a presque jamais vus. Hein. Gérard lui-même arrivé de la Côte d'Azur. Il a fallu se bagarrer, quoi. Mais de toute façon, le métier de comédien, on l'a ou on l'a pas. Vous avez des dons ou vous n'en avez pas. Mais les dons, ça se cultive, ça se préserve et ça s'enrichit. Mais si vous n'êtes pas comédien au départ, vous n'êtes que basé que sur la technique, mais vous avez des comédiens qui ont basé leur carrière uniquement sur la technique. Mais ceux-là, ils ne me convainquent. Je ne suis pas convaincu par eux. Justement, vous êtes un des acteurs qui a fait à la fois de la télévision, du cinéma et du théâtre. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment différent, 3 matières différentes pour un comédien, ou c'est pareil? C'est pareil. Simplement, au théâtre, il faut parler plus fort. Parce que le spectateur est loin. Et qu'il n'y a pas de micro. Et la télévision, étant donné que le petit écran est tout près de vous, il faut beaucoup intérioriser. Il est très difficile de mentir à la télévision. Les hommes politiques qui mentent, ça se voit tout de suite, hein, c'est un confessionnal, ça. Alors qu'au cinéma, déjà, c'est un petit peu plus lointain. Mais c'est Gabin qui m'a appris ça. Vous savez, avec la fréquentation des grands modèles que j'ai appris. C'est Gabin qui m'a dit, au cinéma, il faut jouer, non seulement pour jouer monté, il faut savoir que ce plan a pris comme ça a repris comme ça montage, qu'après il va y avoir le contre-champ sur le partenaire. Il faut savoir toutes ces choses-là. Ça, je me suis toujours astreint et j'ai toujours su, lui, il appelait ça le caillou. Et qu'est-ce qu'il y a comme caillou quand il avait un plan? Le caillou, c'était le numéro de l'objectif. Il savait que s'il était cadré comme ça, il n'avait pas besoin d'en faire beaucoup, mais que s'il était cadré à l'américaine, il pouvait un petit peu élargir. Mais tout ça, ça s'apprend sur le tas. On n'apprend pas ça à la Fémis, on n'apprend pas ça dans les cours. Mais le travail du comédien n'est pas... Mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est être sincère et jouer vrai. Il y a des gens qui vous disent que ce n'est pas nécessaire de jouer vrai. Moi, je trouve que c'est faux.
Moi, j'estime qu'il faut être le plus naturel possible, en tous les cas, le plus sincère possible. Mais au cinéma, on joue une scène une fois, et puis c'est fini. Tandis qu'au théâtre, on peut la jouer, on la joue tous les soirs. Oui, la vérité, mais oui, mais Le travail est c'est différent. plus facile. Oui, c'est pareil, vous savez, ce sont des petites choses qui passent difficiles comme ça, mais quand vous êtes dans le bain, ça vous paraît tout à fait sans importance. Ce qu'il faut, c'est faut croire en ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait, et puis il faut, comme tout ce qu'on fait, il faut apporter le plaisir du travail. Il faut apporter, que ce soit au cinéma, au théâtre, il faut apporter une sorte de jubilation intérieure. Si vous, si vous avez moi je ne peux pas dire que dans Marc et Sophie, je ne suis pas de mon pied, c'est pas possible. C'est trop bas, c'est trop bas. Mais il ne faut pas que ça se voit. Il ne faut pas que ça se voit. Faut pas que ça se voit. Il est nécessaire d'aimer ce qu'on fait. Si vous n'aimez pas ce qu'on fait, vous ne savez pas pourquoi, les gens n'accrochent pas. Justement, en parlant de Marc et Sophie, on vous voit de moins en moins sur le grand écran, disons, et de plus en plus à la télé. Est-ce que c'est un choix? Comme tout le monde, c'est pas un choix, c'est l'époque. C'est l'époque. C'est l'époque. Regardez Piccoli, qui est un grand acteur de cinéma et de théâtre, il fait beaucoup de télévision. Delon fait de la télévision. Tout le monde fait de la télévision. En Amérique, ça fait déjà 20 ans que ça existe. Hein. Steve McQueen a commencé par la télévision. Presque tout le monde a commencé par la télévision. Ils ont tous fait de la télévision. Mais on pense que si la carrière va du grand écran au petit écran, c'est un peu moins bon. Ce sont, comme d'habitude, des préjugés ridicules. Étant donné que les gens ne peuvent pas aller au cinéma parce que les places sont chères, que c'est emmerdant de faire la queue sous la pluie, et que c'est emmerdant de perdre son temps dans les embouteillages, eh bien, vous n'êtes pas tellement pressé, les films viennent vous voir par le Canal+, et puis voilà. Il est évident qu'il y a des films qu'il est préférable de voir sur grand écran, il est évident que des films comme Jean de Fleurette ou des films comme ça, ou des grands westerns qui ont été conçus pour grande dimension, perdent énormément à la projection, énormément. Mais moi je pense, sans exagérer, que nous avons en nous-mêmes le don, la faculté d'imaginer le grand écran. Je sais que moi, quand je vois un western, je m'approche un peu plus. De toute façon, je m'approche un peu plus, et je le fais le grand écran, je le fais moi-même, par mon imagination et par ma position. Je suis incapable, par contre, de regarder la télévision qu'il y a dans la cuisine, qui est une espèce de petit truc comme ça. Moi, j'ai besoin d'un petit peu d'espace. Mais il est évident que quand j'ai vu Jean Desfleurettes dans une salle de cinéma sur grand écran, et que je l'ai revu après, il est évident que sur le petit écran, ça perd beaucoup. Et ça, ce sont des choses... Mais ça, c'est l'époque, hein. Et justement, quand vous choisissez de faire de la télévision ou du cinéma, déjà, moi, je voulais vous demander, est-ce que... Je ne choisis pas, on me choisit et j'accepte. C'est pas moi qui choisis, hein. Alors justement, vous avez dit, je vivrais très bien sans jouer s'il n'y avait pas les dettes et mes enfants à élever. Alors, est-ce que... Quand est-ce que j'ai dit ça? Ça, c'était dans votre... Mais quelle date, quel jour, quand? C'est dans les années 70. Les années 70, quand vous avez dit ça. C'est dans les journaux d'interviews que vous avez donnés. Nous sommes en 90, maintenant, vous pensez que je suis le même individu qu'il y a 20 ans? Justement, c'est ce qu'on voulait Comment? savoir. J'espère avoir changé. C'est ce qu'on voulait. La télévision a changé, j'ai changé. Demain, je vous dirai peut-être quelque chose tout à fait. Ça dépend des astres, vous savez. Hein? Si on avait pu me dire il y a 3 ans, quand j'étais à Budapest, et il y a 4 ans, quand je jouais du Václav Havel, que Budapest serait démocrate, la Hongrie serait démocratique, et que Václav Havel, dont je jouais Pétisson, serait président de la République, j'aurais dit c'est impossible. Alors comment voulez-vous que ce que j'ai dit il y a 20 ans soit encore valable? C'était le 15 novembre. Et quelle est la 64. connerie que je vous ai dit il y a 20 ans? 15 novembre. C'était le 15 novembre 64, dans Paris Presse. Oui, alors vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'était justement pour savoir comment vous aviez... Et juste, Ça, c'était quoi la connerie en question? Attendez, je vais vous le dire. C'est dans Paris Presse du 15 novembre 64. Je vivrais très bien sans jouer si je n'avais pas à payer des dettes et à élever mes enfants. J'accepterais de tout jouer pour de l'argent. Ah, c'est pas possible que j'ai pu dire ça. Ah bon, mais Ou alors c'est j'en donnais une sérieuse. et justement, Ça, c'est pas possible. Je le dirais plus volontiers maintenant, mais à ce moment-là, sûrement pas. Là, maintenant, je commence à prendre un certain recul avec le métier de comédien parce que je découvre l'écriture et que les rôles qu'on me propose, aussi bien au théâtre, au cinéma, sont tellement nuls que j'en ai honte. Et la honte, ça me fatigue. Alors, il est grand temps que je me retire sur la pointe des pieds avant que ce soit le public qui me rejette. Je préfère qu'on me regrette plutôt qu'on me dise tant pis, on est bien débarrassé. Hein. Alors, il est vrai que depuis quelque temps, étant donné la nullité de certains films que j'ai faits et la médiocrité des rôles qu'on me propose, ben, je me suis dit, puisqu'ils ne veulent pas de moi, moi je voulais jouer du Tchekhov et du Pirandello, là, et j'ai appris hier
Il n'y avait pas moyen parce que, paraît-il, le public ne se déplace pas pour voir 2 chefs-d'œuvre parce qu'ils veulent une bonne pièce de boulevard. Ils ne veulent pas avoir à réfléchir. Je leur apporte du Tchekhov, j'ai appelé une affaire toute prête, ils n'en veulent pas. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez, tant pis, ils vont me forcer à jouer une pièce futile au boulevard où je vais gagner beaucoup d'argent, mais je vais être tellement malheureux que finalement je vais peut-être tout simplement refuser et je vais continuer à m'occuper de mon jardin, à écrire des poèmes, ce qui pour moi est beaucoup plus important, et probablement à écrire des bouquins, puisque maintenant j'en écris. Mais justement, je voulais vous interroger sur vos rapports avec la poésie. Monsieur, la poésie, c'est un autre métier. Hein. C'est un autre métier. J'ai la chance, moi, d'avoir le sens de l'écriture, le culte de la poésie. Et finalement, si la poésie nourrissait son homme, je laisserais le métier de comédien de côté avec beaucoup moins de mélancolie, c'est évident. Malheureusement, il est connu que la poésie ne nourrit pas son homme. Et puis de toute façon, on ne peut pas vivre en état de poésie en permanence parce qu'on deviendrait fou. On est de temps en temps inspiré, mais être inspiré du matin jusqu'au soir, c'est pas possible. Il y a les contingences matérielles, il faut pouvoir. Vous avez des moments où, à un moment donné, votre âme est au bord des lèvres, que vous avez quelque chose d'indispensable à sortir, qui sort de vous comme ça, du profond de vous-même, et vous avez non seulement envie de le dire, mais de l'exprimer la plupart du temps à l'aide de mots bien agencés. Mais ça n'a rien à voir avec le métier de comédien. Hein. Rien. C'est un autre métier. Mais moi, sur ma carte d'identité, je crois que c'est artiste dramatique. Ce qui ne veut rien dire du tout, d'ailleurs, parce que je ne suis pas que dramatique. Enfin, ça fait toujours encore des conventions. Mais je fais partie du syndicat des comédiens, mais je fais également partie de la Société des gens de lettres. Et j'estime, moi, profondément, que maintenant, ma véritable identité, si je serais plus heureux, voyez-vous, de laisser quelque part un quatrain, ou un poème, ou même un morceau de poème, un lambeau de poème, qui soit lisible dans 20 ans, qu'un chef-d'œuvre qui a eu un succès commercial colossal, qui me rapporterait des millions, et qu'on trouvera nul dans 20 ans. J'aimerais mieux avoir écrit un poème, de façon à ce que, quelque part, dans 20 ans, 30 ans, quelque part, quelqu'un qui se sent un petit peu triste dans sa chambre d'hôtel, au bout du monde, lise ce poème et subitement se sente moins seul. Je préférais avoir réussi ça que d'avoir réussi une vedette avec des grandes lettres et seul devant le titre. C'est beaucoup plus important d'être un bon poète que d'être un comédien célèbre. Mais maintenant, c'est très difficile de trouver Fatra et Dérive, enfin, les recueils que vous avez. Moi, c'était mes premiers recueils. L'orage enseveli n'a pas... Vous savez, les gens n'achètent pas la poésie, ils sont terrorisés par la poésie. Vous avez, si vous pouvez me citer une émission sur la poésie à la télévision, alors que nous avons 7 chaînes maintenant. Moi, j'ai fait une émission sur Saint John Perse il y a quelques années. Je pensais qu'à la mort de Saint John Perse, on allait de nouveau la passer, alors que grâce à l'esprit le côté gadget de Jacques Lang, qui d'ailleurs est un ami, il a voulu un jour instaurer la fête de la poésie. Et s'est aperçu qu'il n'y avait aucune émission sur la poésie à la télévision. Et finalement, on lui dit, mais Daniel a fait une émission sur Saint John Perse pour Bordeaux, il serait temps de le ressortir. C'est sorti un samedi soir, on a fait quand même 20%, ce qui est considérable. Un samedi soir, tu fais 20% d'audimat sur la 3e chaîne. Et quand c'est ressorti au moment du centenaire de Saint John Perse, c'est passé, mais c'est passé après Santa Barbara ou Dynasty ou un truc comme ça, à 11h30, je crois que personne ne l'a vu. Pour en revenir à votre métier de comédien, est-ce qu'il y a des rôles qui vous ont marqué plus spécialement, et lesquels? Autrefois, je dois dire que j'ai été marqué, non, on n'est pas marqué, mais il y a un rôle quand j'étais naïf et que c'était un rôle d'homme qui s'auto-détruisait. Comme la pièce n'était pas bien construite, il fallait que j'avais la naïveté un petit peu à la Patrick Devers de m'investir totalement, corps et âme, dans le personnage. Et je veux dire qu'à un moment donné, le fait de m'avoir investi dans le personnage de La Neige et des Salles, que j'ai joué à la radio, dont j'ai fait la pièce, que j'ai joué la pièce, et le film que j'ai fait, à l'époque, il m'est resté quelques failles de déséquilibre, de douleur, de tourment. Et quand j'ai joué la pièce ce soir, j'étais dans un tel état de larmes que je ne pouvais pas aller saluer. Il est évident que maintenant, je me suis parfaitement capable de pleurer et d'aller saluer. Maintenant, c'est une question d'habitude, de métier, la naïveté, pas l'innocence,
La naïveté, peu à peu, avec le temps, s'estompe, vous savez, quand même, finalement. C'est Jouvet qui vous a dit la chose à laquelle doit penser un comédien en sortant de scène, c'est à son tiers provisionnaire. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça du tout. Vous déformez complètement les dires. Il n'a pas dit ça. On doit pouvoir jouer la comédie en pensant. Il n'a pas dit qu'il fallait penser à son tiers dépendant, qu'il fallait être capable de dire du Giraudoux tout en pensant à son tiers provisionnel. C'est pas du tout la même chose. C'est ce que vous faites maintenant? Non, parce que je ne me suis jamais occupé de mon tiers provisionnel. C'est encore mieux. Je crois que je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est. Alors... Et moi, je voulais vous demander maintenant vos rapports avec les metteurs en scène. De toutes sortes. Qu'est-ce qu'un bon metteur en scène pour vous? Un bon metteur en scène, c'est un type qui aime les comédiens d'abord. Il y en a de moins en moins. Il y a des metteurs en scène avec lesquels on a des véritables idylles de fraternité, de complicité. J'en ai eu dernièrement. Je veux dire, je me suis très bien entendu avec Lelouch. Je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir à faire cette espèce de cinéma facile quand même. Hein. Mais il travaille avec un tel enthousiasme. Bon, j'étais ravi de retrouver Jean-Paul parce que c'est un mec très droit, sportif. Il lit plus volontiers l'équipe que moi, par exemple. Mais enfin, bon, ça ne me dérange pas du tout. Mais je me suis beaucoup amusé. Je me suis bien entendu avec Richard Anconina. Nous avons fait un transfert de père à fils avec beaucoup de pudeur. Parce que comme on a improvisé le texte, on s'est investi beaucoup là-dedans. C'était très agréable, mais j'avais aussi surtout la joie, pour la qualité du texte, de pouvoir jouer le soir du Molière. À chaque fois que je jouais du Lelouch, le soir je prenais l'ambulance et j'allais à Brest ou Bois-Havre pour jouer Sautanville avec Claude Brasseur. C'est-à-dire que c'était des journées bien remplies. Alors bon, je me suis formidablement entendu, il n'y a pas eu un heurt, il n'y a pas eu de mésentente. Avec Étienne Châtillier, vous savez, la plupart du temps, quand ils ont du talent, il n'y a presque jamais de problème. De toute façon, j'ai un caractère plutôt heureux, très angoissé, mais heureux, je n'aime travailler que dans la joie. Alors si par exemple, le metteur en scène est un sinistre, la plupart du temps, j'ai refusé, ou s'il a des crises de volonté de puissance sur le plateau, très vite, je le tourne en ridicule, très vite, on établit l'équilibre. De toute façon, avec mes camarades comédiens, je travaille, même si j'ai des rôles très pathétiques, et j'en ai eu un dans une télévision qui n'a pas eu un gros succès, parce que c'était troisième chaîne, qui j'espère va repasser, qui s'appelait L'été de tous les chagrins, où j'avais un très beau rôle de vieil homme très désespéré. Je n'ai jamais autant rigolé entre les prises de vue que pendant ce tournage. Parce que j'étais heureux, parce que Moati a beaucoup de talent. Voilà un type avec lequel c'est un bonheur de travailler. D'ailleurs, c'est un tel bonheur que j'ai accepté un tout petit rôle dans la télévision qui a suivi, uniquement parce que pour le bonheur d'être sur le même plateau que lui, et un petit peu à cause de l'admiration que j'avais pour Marie-France Pizier, etc. Mais il y a des metteurs en scène de toutes sortes, comme vous avez dans la ville des professeurs, des avocats, des docteurs qui sont antipathiques, c'est la même chose. Simplement avec nous, c'est un peu plus grave, étant donné que nous sommes des artistes, qu'il faut se méfier de la sensibilité et de la déstabilisation qu'on peut apporter à un débutant. Et vous avez des gens qui ne connaissent pas les comédiens, qui ne savent pas, qui n'ont pas de vocabulaire. C'est vrai que les gens possèdent de moins en moins de vocabulaire. Et moi, je vois quelquefois des metteurs en scène qui disent « fais ça », qui leur imposent, parce qu'ils ne trouvent pas le mot juste. Et moi qui suis comédien, je prends le jeune comédien dans un coin, je lui dis l'adjectif exact, je lui donne des clés, je lui dis « sois plus ceci, pense à ceci, pense à cela ». Chose que moi je peux faire parce que j'ai l'habitude et que j'ai fait moi aussi de la mise en scène, et de cinéma et de théâtre. Et vous avez ce qui fait le grand tort des metteurs en scène actuels qui ne sont pas passés, qui ne vont pas assez souvent au théâtre et qui ne connaissent pas des comédiens et qui par conséquent ont un peu peur d'eux, c'est qu'ils ont loin de ressembler à Becker par exemple, ou à Clément qui adorait les comédiens, à Cocteau qui adorait les comédiens et qui par conséquent en les aimant obtenait d'eux, une histoire d'amour, vous savez. Obtenez d'eux le maximum. Votre expérience de mise en scène, moi j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu, puis que... Parlez un peu plus fort parce que cet oreille-là a été tué par un médicament qu'un grand professeur m'avait donné qui a tué mon nez auditif. Alors là j'ai une prothèse, je l'entends très bien lui, mais vous parlez dans votre barbe, si vous parlez comme ça vous n'entendrez jamais. Et là j'ai du mal à vous entendre.
Oui, Hein, alors, alors, vous soutenez un peu, quand même. Je ne vous demande pas des souteneurs, je vous demande des soutiens. concernant donc votre expérience de mise en scène, moi j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu et vous nous disiez surtout ce que vous attendez d'un comédien. La metteur en scène de cinéma, mais en scène de théâtre. Les deux. Les deux. De toute façon, j'ai fait qu'un film, alors. Mais mon expérience de cinéma, j'avais d'abord engagé des bons comédiens. J'avais engagé ma femme d'alors, qui s'appelait Danielle Delorme, qui était la Jenny de l'époque. Mais ce qui était difficile à faire, et ça je ne le referai jamais si jamais je refais Manu du Chasseur, j'ai bien l'intention de remettre ça un jour, avant de mourir, je ne m'engagerai pas comme comédien. Or, j'étais de toutes les scènes comme comédien. Et alors, c'est très difficile d'être derrière la caméra, de jouer en même temps, parce que vous surveillez votre partenaire. Bon, j'avais comme partenaire, j'avais pris des grands acteurs, j'avais pris Louis Seigné, j'avais 3 acteurs de la comédie française. Et il fallait que je m'astreigne à ce qu'ils ne jouent pas comédie française. Et à l'époque, c'est fini maintenant. Un type comme Michel Aumont, il joue avec le naturel de Gabin. Hein. Mais autrefois, des gars comme Seigné, Debucourt, Chevrier, ils avaient un petit côté un petit peu théâtral. Il fallait que je gomme ça, que je les gabinise, si vous voulez, que je les rende un petit peu quotidiens. Alors c'était difficile quand je tourne une scène avec eux, à la fois d'être dans le coup, de dire moteur, etc. C'était très difficile. Mais ça s'est bien passé parce qu'on a travaillé dans une ambiance d'amitié, je m'étais admirablement entouré, j'avais pris un très bon assistant qui en plus me connaissait comme comédien, c'était Marcel Camus, qui est devenu un grand metteur en scène après, qui avait été assistant de Becker pendant 3 ou 4 films que j'avais fait, qui connaissait très bien. Et j'ai gardé de cette expérience-là un souvenir très ému et assez réussi finalement. Il a passé dernièrement au Festival d'Angers dont je suis président, et je dois dire qu'il n'a presque pas bougé. Simplement, c'est le sujet qui a bougé parce que c'était un film sur la presse écrite et que maintenant, il y a que la télévision qui a pris tous les draps. Alors, mais du point de vue direction, du point de vue mise en scène de théâtre, par contre, je peux en parler parce que j'en ai fait plus. Il faut tout simplement aimer, mais aimer les comédiens et les comédiennes. Il faut que je les aime et que je fasse un travail, que je les mette en confiance, que je les rassure, que je les accouche d'eux-mêmes. Je ne leur impose pas une façon de jouer, parce qu'ils ont leur personnalité. Il faut que je leur accouche de quelque chose qu'ils ignorent en eux. Et pour ça, alors, c'est un travail à la fois de grands frères et de psychiatres un peu, mais sans le côté médical. Hein. Moi, quand j'avais été obligé de prendre Yves-Marie Morin, le frère de Patrick Devers, pour jouer Hugo Desmassal que j'avais joué au cinéma. Il jouait le même rôle que moi, il était très différent de moi. Je l'ai convoqué à la maison, j'ai passé toute une journée avant de le diriger. C'est pas moi qui l'avais choisi, il était déjà dans la distribution, je suis arrivé après coup. Il avait déjà joué la pièce, il était sûr de lui. Et moi, je l'ai fait remettre en question pour qu'il soit mieux. Mais j'ai discuté avec lui pendant toute une journée, matin et après-midi, en lui demandant s'il croyait en Dieu, qu'est-ce qu'il pensait de ses parents, comment il s'entendait avec ses frères, qu'est-ce qu'il pensait de la vie, qu'est-ce qu'il pensait, etc., pour savoir à qui j'avais affaire. Vous savez, une des clés de la réussite du comédien, je crois, c'est Charlie Chaplin qui a dit ça, je l'ai bien retenu, c'est la parfaite connaissance de soi-même. Mais à tous les points de vue, hein. Point de vue caractère, force de caractère, vulnérabilité aussi, parce qu'il faut être vulnérable. Hein. C'est parce que si vous n'êtes pas vulnérable, vous êtes fermé à tout, et si vous n'êtes pas une plaque sensible, vous ne pouvez pas reproduire l'émotion si vous n'en avez pas. Il faut lutter contre l'indifférence, il faut lutter contre le nihilisme, il faut être comme un enfant, toujours disponible pour tout. Il faut être intéressé par ce qui se passe, dans le monde politique, ce qui se passe, être frère du noir affamé au bout du monde, être frère d'un Roumain, il faut être frère des hommes, il faut faire passer les hommes avant tout. Je suis totalement personnellement contre le danger qui nous menace, c'est-à-dire une resurgence, surtout dans les pays de l'Est, et probablement avec nous aussi, avec des Le Pen et compagnie, d'un défaut grave qui s'appelle le nationalisme. Si le nationalisme continue comme ça, je vais finir par demander l'indépendance de l'Eure-et-Loire, l'indépendance du 16e arrondissement, et et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des guerres tribales, etc. Et il n'y aura plus qu'à tout recommencer.
Pour vous, le théâtre peut servir. Le théâtre doit dépasser tout ça. Vous savez, quand on nous dit que nous fait l'Europe, il y a longtemps que moi je tourne en Italie, il y a longtemps que moi j'ai joué en Allemagne, et il y a l'Europe, nous les artistes, l'Europe elle existe déjà. Hein. Les échanges culturels existent, il y a longtemps que j'ai lu Goethe, il y a longtemps que j'ai lu Rilke, je suis allé tourner en Italie, je suis allé en Espagne, je suis allé en Amérique, je n'ai pas besoin des hommes politiques pour me sentir citoyen du monde. À eux de suivre. Mais nous, les poètes, on est contre les frontières, à part on est obligé d'avoir celle du langage, mais autrement, il ne faut pas surtout se contenter non seulement de sa petite vitrine, de son pas de porte et de son malheureux cocorico de l'Hexagone, mais il faut devenir européen et même mondial. Il faut s'intéresser comment voulez-vous, si vous êtes artiste, vous contenter d'une certaine appartenance, d'une certaine identité, d'une certaine façon de vous habiller, etc. Pourquoi avoir besoin d'identité, étant donné que vous êtes comédien et que vous devez jouer le plus de choses possible? Soyez fraternel et prêt et compréhensif des gens qui sont au départ différents de vous par leurs racines, par leur climat et leurs coutumes. Moi, j'ai du maladies, moi je lis le Coran, moi je lis l'Ancien Testament, je lis tout, je bouquine, je bouquine les derniers poètes espagnols, j'apprends. Alors on ne sait jamais, ça peut me servir quelque part dans un rôle. Et justement, vous ne pensez pas qu'il est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'école, qu'on n'aille pas étudier le théâtre à l'étranger, par exemple Qui vous empêche? Ouais, c'est ça, mais Qui vous empêche? Qui vous empêche? Je sais que si c'était... langue. Si c'était... Oui, mais vous apprenez l'anglais. Oui, non, mais bien sûr. Et il faut apprendre l'anglais. Ça, maintenant, si vous voulez gagner votre vie avec ce métier tellement aléatoire, si vous n'êtes pas totalement bilingue, vous avez du mal, hein. Moi, je sais que tous mes gosses parlent l'anglais, et mon fils aîné, s'il ne parlait pas couramment l'anglais, il serait incapable de faire les films qu'il fait, étant donné qu'il a un bureau à Los Angeles, que je viens de faire un film, là, français, dont il est le producteur, et que nous avons tous parlé anglais. Avec Jeff Goldblum, Alan Bates et Katie Baker, on a tous parlé anglais. Giraud, Jean-Pierre Cassel est bilingue totalement. Moi, je ne parle pas un mot d'anglais, enfin très mal. Je m'y suis mis, je me suis travaillé avec un coach, etc. Parce que c'est le nécessaire. Sans ça, si vous n'avez que le petit marché français, c'est tout petit quand vous regardez la map monde, c'est ridicule. Alors que si vous avez un film à destinée internationale, il faut parler l'anglais. Mais non seulement le parler pour jouer la comédie, mais le parler pour les échanges, pour les conversations. Quand vous allez dans certains pays nordiques, si vous voulez parler par la langue du pays, avec l'anglais, vous vous démerdez. Mais il faut aussi parler les langues de racines latines, parce que si ça continue comme ça, il va y avoir une Europe allemande, une Europe slave et une Europe latine. Et tout ça, ça sera dans le langage. Il est évident qu'il est plus facile, moi j'ai discuté dernièrement au Festival d'Angers avec un journaliste italien qui parlait français en plus sans accent, et je me suis dit, mais il est français ce type-là. Non, il avait un passeport italien, il était italien. C'est à peu près la même chose quand vous discutez avec des Espagnols. Nous sommes des Latins, même dans le caractère, on est très près des Italiens, très près, mais il faut aussi comprendre les Allemands, comprendre... Moi j'adore tout ce qui est russe. J'adore la littérature russe, je trouve que les plus grands écrivains viennent de là-bas. Les Américains, c'est difficile de les juger, étant donné que tous les grands acteurs sont tous d'origine européenne. Vous ne pensez pas que les jeunes comédiens de maintenant on va prendre en compte plus de facteurs, ont plus de choses à apprendre que les comédiens de votre génération Mais oui, puisque le monde s'élargit. Vous vous rendez compte que, regardez un exemple, par exemple, mon père s'occupait d'une équipe de football. Bon, il a fallu à un moment donné tricher, c'était une équipe d'amateurs à Angers, il a fallu engager des très bons joueurs. Bon, je ne dis pas que ça atteignait les sommes scandaleuses qu'on accorde maintenant aux joueurs professionnels, mais il a fallu aller chercher des joueurs. Mais à l'époque, on ne savait pas où se trouvait le Brésil. Avant-guerre, un Français, vous ne saviez pas où était le Brésil. Maintenant, vous le savez, vous connaissez, moi j'étais à Rio, je connaissais Vinicius de Moraes, etc. Mais avant-guerre, le Brésil, c'était... on ne savait pas où c'était. Alors mon père, il allait chercher les joueurs les meilleurs d'Europe, c'était les Hongrois, qui étaient de loin les meilleurs. À Budapest, le Budaïde, Budaïtois, il avait pris 2 Hongrois qu'il a fait entrer comme ouvriers. Ne foutait pas grand-chose à l'usine. Mais on était tout rétrécis, c'est que maintenant, on va dans la Lune. Je vous dis, d'aller chercher des joueurs de football dans la Lune, on n'en est pas là, mais peut-être. C'est d'accord organiser un match, mais en tous les cas, plus on connaît de choses, et mieux ça va.
et plus c'est intéressant. Pourquoi se cantonner dans ce que j'appelle le voisin de palier? On ne connaît même pas son voisin de palier. Moi, je voudrais vivre encore au moins 150 ans pour avoir le temps de tout embrasser, de tout connaître, d'apprendre, de me tromper et de me mettre en doute, de me remettre en question. La vie est 10 fois trop courte. Et justement, vous pensez que l'expérience de la vie peut servir sur scène et dans Ah ben, quelle mesure? comment voulez-vous? Si vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas exprimer. Ouais, mais dans quelle Si mesure? vous n'êtes Comment? pas, mais dans toutes les mesures, si vous n'êtes pas malheureux, vous ne pouvez pas exprimer le malheur. Si vous n'êtes pas amoureux, vous ne pouvez pas exprimer l'amour. Si vous n'avez pas le sens du mot, vous ne pouvez pas faire rire. Si vous n'avez pas de révolte, vous ne pouvez pas vous mettre en colère. Il faut être capable de tout. Il faut être capable de 1000 sentiments et élargir votre facette, votre éventail de facettes. Et si on n'a pas tué son père, on ne peut pas tuer son père au théâtre, Mais vous pouvez en avoir envie. mais pas le faire. Ne pas le faire, mais je ne vous conseille pas. Non, mais je veux dire, sais sur pas. scène. Sur scène. C'est un exemple. Est-ce qu'on peut jouer que des choses qu'on a vécues ou ressenties? Ressenti, pas vécu, ressenti. Les deux. Moi, je peux très bien vous jouer un rôle de japonais si j'ai bridé, mais C'est pas japonais. il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas quand même pousser l'identité jusqu'à devenir le personnage. Non, c'est ça. Parce que sans ça, vous vous rendez compte dans quel état on serait tous. Tous les meurtres que Depardieu aurait commis. Hein, vous imaginez, remarquez, il serait évadé, mais enfin. Il a une tête d'évadé, je trouve. Donc, il ne faut pas pousser trop loin, il ne faut pas trop pousser l'identité. Il faut garder la distanciation, c'est indispensable. Mais plus vous serez de choses, plus vous serez sensible aux choses, et plus vous serez riche et nourri pour exprimer des choses différentes, à votre façon d'ailleurs, à vos limites à vous, à votre voix et votre emploi, à votre musique, à votre instrument, parce que nous sommes nos propres instruments. Et si vous vous contentez de 3 notes, ben vous jouerez très peu de choses. C'est-à-dire que deux comédiens ne jouent pas le même rôle de la même façon. Ah ben évidemment pas. Il y a des ressemblances. Et chacun apporte sa personnalité, sa voix, sa diction, sa forme de talent, ses défauts quelquefois. Et moi, par exemple, si je devais jouer les rôles que joue Michel Bouquet, je serais à peu près le contraire. Pourtant, c'est un des types que j'admire le plus. Mais il est évident que moi, je suis le contraire de Bouquet. Bouquet est un cérébral, est un intellectuel, et moi, je suis une bête. Moi, je suis un homme d'instinct, je suis un paysan. Je suis un homme tout d'instinct, je suis sensuel, il ne l'est pas. Mais on peut jouer quand même certains rôles. Étant donné qu'on a à peu près le même âge, on peut jouer ça. Je crois qu'il aurait du mal à jouer les rôles délibérément comiques. Je crois que de marquer Sophie ne serait pas crédible, voyez-vous. Je ne pense pas. Ouais, je pense pas. Mais par contre, je peux jouer l'avare. Je ne jouerai pas comme lui. Mais je jouerai. Je peux jouer l'avare. C'est dans vos projets? Non. Non, je n'ai pas de projet immédiat concernant Molière, en tout cas. Pas pour l'instant. Mais si le manque d'auteur se fait aussi pressant et aussi grave, comme tout le monde, on retournera à Molière, vous savez. Moi, j'ai pris un pied fou en jouant Sautanville, non seulement parce que c'était Claude Brasseur que je considère comme mon gosse, parce que j'étais un ami intime de Pierre, son père, avec lequel j'ai beaucoup appris. On a beaucoup déconné, mais on a beaucoup appris aussi. Hein. Mais moi, j'ai fait un transfert total avec Claude, que j'adore, en plus, c'est le meilleur ami de mon gosse, il y a un peu de ma famille, Claude. Ça a été le grand bonheur puis de travailler avec un type de la dimension de Planchon, malgré ses erreurs, malgré ses excès, c'était quand même fantastique. On a formé pendant 1 an une famille furtive, occasionnelle, extraordinaire, étant donné que nous avons créé la pièce à Villeurbanne, on a fait le film après, on l'a rejoint à Villeurbanne, et nous l'avons joué à Vienne, nous l'avons joué en Bretagne, on l'a joué partout, tous les théâtres étaient suffisamment grands, parce qu'avec la dimension des décors, on l'a joué à Mogador, on a vécu plus d'1 an ensemble, avec Claude Brasseur, avec Zabou, avec tous les genoux, c'était idyllique, idyllique. Et vous avez beaucoup de métiers, beaucoup d'amis dans ce métier? Parce Plein, qu'on dit qu'on en a plein, tous. justement. Je suis fâché avec personne. Non, quand j'en veux à quelqu'un, je l'ignore. J'ignore. Et puis je lui fais pas de vacherie, mais je l'ignore. Simplement quand je l'ai en face de moi. Non, j'ai tendance à me foutre en colère quand ces types qui font de la mise en scène beaucoup plus par volonté de puissance que parce qu'ils ont quelque chose à exprimer. Alors quand je les vois mal se conduire envers des faibles, et particulièrement les jeunes femmes, alors là je suis furieux. J'ai toujours pris la défense des femmes.
Je déteste le manque de galanterie, je déteste la muflerie, et je déteste que les metteurs en scène, la plupart du temps, ils choisissent toujours les gars les plus faibles. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors là, je deviens féroce. Ça ne dure pas. La franchise met tout aplanit tout de suite. Enfin, c'est très rare, hein, parce que très vite, mon sens de l'humour, à condition que lui aussi en a un peu, ça s'arrange. On dit que le cinéma, c'est une mafia, que le monde du théâtre, c'est par copinage ou c'est par talent ou... Dans ce cas-là, je fais partie de toutes les mafias, alors. Non, s'il y a un terme qui convient pas du tout au cinéma, c'est le mot mafia. Dites qu'il y a des bandes. Il y a la bande à Zidi, il y a la bande à Kamenka, vous aviez la bande à Godard, dont il est le seul membre d'ailleurs, mais enfin... Non, il y a des bandes, il y a des habitudes. Nous, quand on était avec Planchon et Claude, c'était la bande à Dandin, on disait les Dandins. C'était les Dandins. Mais vous savez, ça dépend des films. Quand on fait un film, on fait partie de la même bande, quoi. La plupart du temps, on s'entend très bien. Je m'entends très bien avec les jeunes, parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je me mets à leur place. J'ai été jeune, je le suis encore. Mais il n'y a pas de mafia, parce que la mafia, c'est vraiment des lois. Des lois, c'est pas honnête, il y a de la bagarre, il y a des tueries. Non, c'est tout. Dites qu'il y a des bandes, qu'il y a des cliques même, si vous voulez. Et je le regrette d'ailleurs qu'il y ait... C'est tout à fait typique des Français, ça. Il y a malheureusement des cloisonnements. Vous avez des metteurs en scène qui n'engageront pas tel acteur parce qu'il a eu du succès au boulevard. C'est aberrant. Alors qu'en Angleterre, vous avez des grands comédiens qui peuvent se permettre de jouer des pièces faciles, agréables, dites de divertissement, et l'été, jouer à Stratford-sur-Avon, de jouer du Shakespeare. Nous avons, nous, les Français, une espèce de manie des étiquettes, incroyables. Alors que moi, je me suis débarrassé de toutes mes étiquettes, je peux très bien jouer un rôle très soigné, très littéraire, si vous voulez, un petit peu précieux, un peu rare, et faire une brave pièce de boulevard le lendemain. Il ne faut pas se cantonner dans un genre. Mais malheureusement, en France, on a le sens des cloisons, comme vous avez ces clivages gauche-droite qui sont complètement ridicules. Gauche-droite, à l'intérieur de la droite, vous avez des clivages, à l'intérieur de la droite, de la gauche, maintenant vous en avez, ça me tue, ça, moi. Ça me tue. Alors que tout ça, tous au cimetière, on va tous allonger de la même façon. Je ne vois pas pourquoi on commence à se chamailler déjà, alors qu'on a besoin de construire l'Europe. Pendant ce temps-là, les autres, ils vont travailler, on va perdre du terrain, comme d'habitude. Que pensez-vous de l'expérience qu'a faite Jacqueline Maillan avec Michel Piccoli au théâtre, justement Ben, on a tous été très étonnés, alors que dans tous les autres pays, ça se passe comme ça. Et moi, j'ai pas vu la pièce. Moi, j'étais ravi. Mais alors, vous savez, les étiquettes sont tellement solides. On oublie que Jacqueline Maillan a joué de Loliberty autrefois, qu'elle a joué du théâtre d'avant-garde, qu'elle a fait du cabaret, et qu'elle aurait très bien pu, il y a 20 ans, jouer avec Piccoli sans que ça ne choque personne. Mais elle avait tellement cette étiquette que ça a étonné tout le monde. Il n'y a qu'en France que ça étonne. Dans les autres pays, ça n'existe pas, ça. Est-ce que vous pensez, justement, en France, que la notoriété est proportionnelle au talent? Ou est-ce qu'il y a la chance, les amis? Il y a de tout. Il y a beaucoup de chance. Il y a la chance, il y a la mode, il y a les journalistes, il y a des... On fait travailler que les gens qui travaillent. Heureusement, le star system s'abolit un petit peu. Vous savez, vous avez encore des gars qui se cramponnent comme Jean-Paul Belmondo, qui fait, je n'appelle pas ça la campagne de presse qu'il fait avant sa générale, j'appelle ça, moi je lui ai assez reproché, du matraquage. Bon, sa générale n'est pas passée, ça fait 2 mois qu'on parle de lui dans les canards. Bon. Oh, merde, faut pas pousser, il n'est pas la première fois qu'on joue Cyrano. Il a fait le même matraquage dans Keane. Moi, je lui ai dit, pendant le film de Lelouch, je dis, arrête un peu. Alors là, il s'écarte, là, il se fait sa petite mafia, lui, là. Ça, faut pas, après, qu'il reproche aux acteurs qui sont au chômage, que de temps en temps, on le boude. Parce que ça, il le cherche bien. C'est inimaginable. Le travail de matraquage de Robert, que je connais très bien, j'ai hébergé assez longtemps pour le connaître, et Jean-Paul, avec lequel je suis très franc, je trouve que ça risque, vis-à-vis d'un certain métier, pas le populo, qui va courir voir Belmondo, et qui va me dire, ah, moi j'aime le théâtre, j'ai vu Belmondo au théâtre. Et exactement comme il ferait la queue pendant 2 heures, parce que c'est un événement d'aller voir Toutankhamon. C'est pareil, mais c'est pas parce qu'ils vont voir Toutankhamon qu'ils ont fait la queue 2 heures qu'ils connaissent l'art égyptien. Mais Belmondo, c'est un cas à part, mais c'est le dernier. Je voudrais bien savoir également la comparaison qu'on va faire
entre le Cyrano de Jean-Paul et le Cyrano de Gérard Depardieu. C'est que ça ne va pas du tout être la même salade, hein. Il va y avoir des comparaisons. Mais de toute façon, le public tout acquis de Belmondo est déjà d'accord, il applaudit déjà à tout rompre. Justement, Il ne prend aucun risque, il ne veut pas en prendre. c'est très difficile pour des jeunes comédiens d'entrer dans ce métier. Vous parlez d'un cas à part. Déjà, Delon est en pleine dégringolade, il ne l'a pas volé. Il essaie toujours maintenant, de faire de la démagogie. Il passe à la télé, il participe aux œuvres de bienfaisance, etc. Bon, c'est trop tard, trop tard. Ce qui me fait hurler de rire, moi, je voudrais bien voir le résultat, c'est le mariage de Delon-Godard. Ça, alors, j'attends ça, j'irai voir ça. À ça, je vais aller. Heureusement que je sais ce qui se passe, qu'ils sont déjà en train de se chamailler, en train d'échanger des avocats du papier bleu. La meilleure preuve que c'est vrai, c'est qu'ils disent le contraire à la télé. Alors, pour pas que ça se sache. Mais ça prouve qu'ils sont tous les deux en perte de vitesse, parce que Godard, qui à ses débuts disait, moi, ce qui compte surtout pour moi, c'est de ne pas employer le star system. Or, il a employé toutes les vedettes qu'on pouvait imaginer, que ce soit Jane Fonda, Bardot, Montand, il les a tous eus, tous. Belmondo, dont il a fait l'acteur le plus cher du métier, et il en est maintenant à travailler avec Delon. Mais alors, là, étant donné que le mur de Berlin s'écroule, pourquoi le mur entre Delon et Godard ne s'écroulerait pas non plus? Mais c'est plutôt marrant, quoi. On ne sait jamais, ça peut faire un bon film. Enfin, il se trouve que Alain avait réclamé un vrai scénario, il en a eu un, et Godard en tourne un autre. Ah bah évidemment. Bien sûr. Et si vous aviez un conseil à donner à des jeunes comédiens ou comédiennes, lequel ce serait? Maintenant, en 90. Il y a des tas de conseils. Travailler. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. Bon, se coucher très tard pour aller au théâtre tous les soirs, d'aller tout voir, ce que je ne fais pas. Mais moi, à votre âge, j'allais tout voir. J'allais voir le spectacle partout, j'allais à l'opéra, avec Carmet. J'étais tout le temps assez par avec Carmet. On allait tout voir. On allait même voir les théâtres de banlieue, on allait tout voir. Moi, je m'enfermais à la Pagode. Il y avait un cinéma qui s'appelait la Pagode, il y avait le Saint-Lambert. Il y avait quelquefois des mauvais films qui passaient. Je restais là, 3 séances. Pourquoi? Parce qu'il y avait un plan de Rému. Je voulais voir comment il était tourné, comment il regardait, comment il répondait, comment c'était monté. C'est là que j'apprenais. Et puis, observez autour de vous. Le meilleur professeur, c'est votre sens de l'observation. Regardez les passants, regardez les gens dans le métro, quoi qu'ils ne soient pas tellement expressifs. Enfin, regardez dans des soirées, regardez la gueule des gens, comment ils réagissent, regardez les enfants. Et tâchez de conserver des enfants cette forme d'innocence. Je dis que de temps en temps, dans des rôles comiques surtout, je me sens avoir sur le visage l'expression d'étonnement totalement innocent qu'ont mes enfants. L'innocence première, ça c'est le propre de tous les comiques, c'est l'innocence des clowns, c'est l'innocence des enfants. Ça, il faut préserver ça. Et je m'aperçois que de temps en temps, moi, je copie mes enfants. Dans les scènes de non-crédulité, d'innocence, mais je dis, mais je fais comme les gosses, là. J'ai mis de mon petit-fils. Le jour quand Hugo, il m'a fait, oh, ben, je fais pareil, c'est moi qui l'imite maintenant. Les enfants deviennent mes professeurs maintenant. Il faut toujours prendre aux enfants, hein. Toujours, ne fût-ce que pour la poésie, pour l'étonnement. Pour l'étonnement, l'innocence. Travailler et regarder autour de soi. Travailler, être disponible, s'enrichir, être cultivé, lire beaucoup de beaux livres, écouter de la belle musique, lire beaucoup de poèmes, aimer les gens, connaître les gens, voyager, regarder, observer, engranger. Engranger quand vous lisez, engranger quand vous voyez un film, allez voir tous les films, allez voir comment fonctionne De Niro, comment fonctionne Al Pacino, comment fonctionne en ce moment Tom Cruise, que je trouve formidable, et des tas de genoux qui se révèlent en ce moment au cinéma. Mais regardez comment c'est fait, comment c'est monté, et puis tâchez de faire un transfert vis-à-vis de vous-même. Dites, tiens, moi je n'aurais pas fait comme ça, ah ben moi avec ma gueule j'aurais fait comme ça, etc. Faites un transfert. Soyez curieux de tout, soyez surtout jamais indifférent, même si vous devez en souffrir. Parce que lorsqu'on est disponible aux joies, mais aussi au désespoir. Mais c'est nécessaire. Il faut que nous soyons le contraire de fonctionnaires, le contraire des militaires, le contraire d'un ordre établi. Nous avons un ordre à nous secret. Et il est ouvert, il faut être ouvert, disponible, le plus possible.
Bien, on Bon. vous remercie beaucoup. Rien, mon vieux, soyez pas triste comme ça. Merci. C'était très bien. Ça vous paraît surmontable? On va engranger maintenant, on a écouté. Tu vas arrêter là? Non, non.